Bonjour, merci beaucoup Lisa. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Alors je partage ma présentation. C'est la 30e année que l'on fait ce rapport État de la pauvreté en France. Bon, le Secours catholique vous situez une association qui a à la fois une action à l'international auprès d'une cinquantaine enfin, de partenaires d'une cinquantaine de pays et puis beaucoup en France. Voilà, avec 72 délégations, 3000 équipes locales. Une action qui repose d'abord sur l'engagement de près de 60 000 bénévoles. Euh, voilà, on rencontre chaque année un peu plus d'1 million de personnes qui sont en situation de pauvreté. Et depuis plus de 30 ans, on essaye de documenter la situation qui est vécue par ces personnes. Alors, je voudrais remercier les bénévoles qui font ce travail, c'est-à-dire que concrètement, c'est dans nos permanences d'accueil-écoute, qu'on essaie de documenter la situation des personnes. Donc ça fait 60 à 80 000 fiches statistiques chaque année qui nous permettent d'avoir cette perspective, disons, évolutive sur 30 ans. Et alors, ce qu'apporte ce rapport par rapport à la statistique publique, c'est que les chiffres de l'INSEE, eux, nous donnent à voir essentiellement la situation des personnes en France qui ont un logement stable. Donc évidemment, il y a toute une partie de la population qui passe hors radar, et notamment celle que l'on rencontre, nous, au Secours catholique. Voilà, donc on a cette complémentarité, et puis nos chiffres sortent en novembre pour l'année précédente, alors que l'INSEE souvent a besoin d'un an et demi, 2 ans pour sortir ces chiffres. Donc on a souvent un avant-goût des chiffres nationaux avec ceux du Secours catholique. Voilà, donc au total, on a passé en revue, et c'était pas une mince affaire d'un point de vue statistique, 2,7 millions de fiches statistiques au cours des 30 dernières années. Et puis, les chiffres, c'est quelque chose, mais ça nous importait aussi de croiser ce regard avec le regard des personnes elles-mêmes sur leur situation et sur l'évolution du regard de la société sur les plus pauvres. C'est-à-dire qu'une chose, c'est l'évolution de la population, l'autre chose, c'est l'évolution de la perception de la pauvreté. Donc on a ce regard. Et puis, Axel Brodier-Dolino, l'historienne de la pauvreté, nous a fait l'amitié d'apporter aussi son regard. Alors, je vais commencer par là. Voilà, il y aura trois temps. Un premier qui sera justement sur l'évolution du regard, un second sur l'évolution des visages de la pauvreté tels qu'on les observe, et enfin quelques conséquences, enseignements politiques qu'on peut en tirer. Donc, en 30 ans, en fait, c'est peut-être ça le plus marquant, c'est le regard que la société porte sur les personnes en précarité. Euh, voilà, il y a 30 ans, alors les 30 glorieuses étaient déjà derrière nous, mais voilà, il y a le chômage de masse qui a fait son apparition dans les années 70, et puis de façon encore plus criante dans les années 80, avec un sentiment de dette, de redevabilité de la société envers ces individus à qui on n'arrivait pas à fournir un emploi, et donc une forme voilà, de dette sociale qui était reconnue de la société envers les individus. Donc on a eu la création du RMI à la fin des années 80, et puis dans les années 90, voilà, en 1994, la lutte contre la pauvreté a été décrétée comme grande cause nationale. Et je dirais que c'est un élan qui a traversé toute la décennie de façon assez transpartisane. C'est-à-dire qu'en 94, c'était Balladur le Premier ministre. On avait Simone Veil, ministre des Affaires sociales, qui a fait un grand discours de lutte contre la pauvreté. On se souvient qu'en 95, Jacques Chirac a fait sa campagne sur la fracture sociale. Et puis, c'est sous Jospin que la grande loi de lutte contre l'exclusion a été adoptée en 98. Euh, et tout ça a eu une incidence, c'est-à-dire qu'entre 96 et 2004, il y a 800 000 personnes qui, en France, sont sorties de la pauvreté. En tout cas, si on la mesure par le seuil de pauvreté. Et ça, il y a eu un véritable basculement en 30 ans. Alors, il s'est fait progressivement, et ça a d'abord été un basculement dans les discours. Des discours qui, petit à petit, ont rendu les individus responsables de ce qui leur arrivait. On dit finalement, si vous êtes dans la pauvreté, c'est parce que vous ne cherchez pas suffisamment du travail. Donc, ça a été l'évolution du RMI au RSA avec ce qu'on a appelé l'activation, où finalement, il fallait rendre plus incitatif
le travail par rapport aux revenus qu'on a commencé à appeler de l'assistance, ou du moins certains responsables politiques. Je pense par exemple à un Laurent Wauquiez qui a parlé du cancer de l'assistanat. Voilà, donc on a eu ce basculement progressif qui a d'abord été mené par les responsables politiques, et puis l'opinion a basculé, elle aussi. Et il y a un moment de bascule assez clair en 2015. Si on suit le baromètre de la DREES, hein, sur l'opinion que se font les Français sur un certain nombre de questions sociales, dont la pauvreté, on s'aperçoit que euh, la part des Français qui considèrent que les personnes vivent en situation de pauvreté parce qu'il n'y a pas assez de travail, elle est de 75% pratiquement jusqu'en 2015, et elle passe à 35% aujourd'hui. Donc on a une baisse vraiment, vraiment phénoménale. Et inversement, la part des personnes qui considèrent que les, les personnes sont en situation de pauvreté parce que quelque part elles le veulent, cette part-là augmente aussi significativement de 40 à 60% depuis 2015. Alors, ça correspond 2015 à la fameuse inversion de la courbe du chômage là, que on a suivi chaque année sous le mandat de François Hollande. Mais voilà, on voit bien l'effet dans l'opinion. Et tout ça n'est pas sans impact sur les personnes elles-mêmes. Ces personnes qu'on a donc interrogées, elles ressentent extrêmement douloureusement en fait ce regard de la société comme les rendant responsables de la pauvreté qu'elles subissent. Alors c'est à la fois un regard social, c'est à la fois ce qu'elles entendent dans les médias, ce qu'elles entendent de la part d'éditorialistes, de responsables politiques, mais c'est aussi jusque dans leur sphère familiale. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous ont témoigné que leurs parents ne voulaient plus les voir. Moi, je pense à Virginie du Tarn-et-Garonne qui nous disait que ses enfants ne voulaient plus la voir depuis qu'ils savaient qu'elle allait au resto du cœur, et qu'il a traité de cassos. Enfin, on a des situations extrêmement douloureuses qui sont liées à ce renversement du regard sur la pauvreté. Donc, voilà, le schéma est assez simple, hein. On passe, disons, d'une responsabilité de la société envers les individus à une forme de responsabilisation des individus pour la situation dans laquelle ils sont, une situation présentée comme une situation d'échec, les sources de honte, etc. Et pour autant, la, la, la situation des personnes que nous rencontrons, elle dit tout le contraire, que vivre la pauvreté, en fait, ça n'est toujours pas un choix. Euh, alors, quelques chiffres et visages pour en attester. Bon, les chiffres un peu macro au niveau des revenus, ils montrent que les, les ressources des ménages rencontrés sont toujours extrêmement faibles, très en deçà même du niveau d'extrême pauvreté. Hein, le niveau de vie médian des ménages rencontrés, c'est 565 euros par mois en 2024. Donc c'est assez stable par rapport à 94, mais en baisse depuis 2014. Et ceci a une raison assez simple, c'est qu'on a une part des ménages qui n'ont aucune ressource, notamment chez les ménages étrangers, mais pas que, qui a beaucoup augmenté en 30 ans, qui est passé de 10% des personnes rencontrées à 25% des personnes rencontrées. Ce qui fait que voilà, le taux de pauvreté dans les personnes que rencontre le Secours catholique augmente. On est à près de 95% des ménages rencontrés, en hausse légère depuis 2017. C'est surtout le seuil d'extrême pauvreté qui a augmenté, avec trois quarts des ménages rencontrés, plus 11 points depuis 2017. Alors, je disais que les personnes que rencontre le Secours catholique, ce ne sont pas des personnes qui ont cherché à vivre dans la pauvreté. 75% des adultes qu'on rencontre sont des adultes seuls, alors avec ou sans enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, vous savez, Robert Castel parlait d'une protection sociale de proximité. Quand vous êtes en galère, quand vous êtes face à l'épreuve, en fait, la première personne qui vous vient en aide, c'est votre conjoint ou votre famille. Et ben, quand vous êtes seul à faire face aux galères de la vie, et ben là, vous êtes en situation de pauvreté. Donc, on a 75% d'adultes seuls, avec ou sans enfants.
alors que c'est la moitié dans la population générale. Et ça, c'est une évolution qui s'est pas mal accrue en l'espace de 30 ans, avec une surreprésentation des femmes, puisque bien souvent les familles monoparentales, ce sont des mères isolées qui vivent pour trois quarts d'entre elles, dans celles qu'on rencontre dans l'extrême pauvreté. Et la situation des familles étrangères est ici particulièrement à relever, puisque la moitié des mères isolées sont sans ressources et 60% vivent en logement précaire. Alors tout ceci, la situation des adultes et la pauvreté des adultes, elle a un impact très clair, c'est celui sur les enfants. En fait, 39% des personnes que soutient le Secours catholique sont des enfants. Donc ce sont les premières victimes de la pauvreté. Difficile de les rendre responsables de la situation qu'ils subissent. Alors, autre évolution extrêmement marquante des 30 dernières années, c'est la part croissante des ménages étrangers dans les personnes qu'on rencontre. On est passé de 20% des ménages rencontrés à presque 53% des ménages rencontrés. Euh, et ceci n'est pas tendu à la hausse de la population étrangère en France, même s'il y a une légère augmentation, que au fait que ces ménages étrangers sont empêchés de travailler. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution du profil des personnes étrangères rencontrées, on se rend compte que en 1999, deux tiers avaient un statut stable et un tiers était en attente en fait de leur papier, alors que aujourd'hui, on a une proportion complètement inverse où il y a moins de 30% qui sont en situation stable. Ça veut dire que plus de 70% des ménages étrangers qu'on rencontre ne peuvent pas travailler alors qu'ils ne demanderaient que ça. Et c'est ça finalement qui les plonge dans la pauvreté. Ensuite, quand on regarde de façon plus fine la nationalité des personnes, en fait, on a clairement un reflet à travers les 30 ans des crises, des violences dans les pays d'origine. En fait, on a grosso modo les mêmes évolutions que celles de l'OFPRA concernant les origines des demandes d'asile. Donc j'ai parlé des femmes, des enfants, des personnes étrangères. Quelque chose d'assez marquant aussi, c'est l'augmentation des personnes que l'on rencontre et qui viennent nous voir parce qu'elles ont des problèmes de santé. Alors il y a sans doute quelque chose de circulaire entre la pauvreté qui aggrave les problèmes de santé et puis les problèmes de santé qui sont à l'origine plongeons dans la misère ou dans la pauvreté. Mais en tout cas, on est passé de 15% de personnes qui ont, alors soit qui viennent nous voir pour des problèmes de santé, qui nous le disent, soit qui perçoivent des prestations liées à la santé, ou qui sont en situation de handicap. On est passé de 15% pour l'ensemble de ces familles-là à 23%. Donc c'est quand même une augmentation significative, avec une inaptitude au travail pour raison de santé qui a doublé. Voilà, donc on a en fait beaucoup de personnes qui ont travaillé, qui ont été cassées par le travail, par la dureté de l'épreuve, et qui se retrouvent souvent à 50 ans ou plus dans l'incapacité en fait de pouvoir travailler et qui vivent de peu. Euh, alors, quand on regarde la situation des personnes rencontrées par rapport au chômage et à l'emploi, on retrouve en fait la baisse du chômage qu'il y a dans le pays, hein. On est passé de 44% en 2015 à 23% en 2024. C'est même une baisse plus drastique encore dans les ménages que l'on rencontre. Donc ça, on peut s'en réjouir. Pour autant, bah, il y a toujours plus de chômage parmi les personnes rencontrées que dans la population générale. En général, on a un ratio de 1 à 4, quoi. Il vaut mieux être en emploi si vous ne voulez pas vivre dans la pauvreté. En revanche, on s'aperçoit que le visage de ces chômeurs, c'est un chômage davantage de longue durée. Euh, c'est un visage donc, plus ancré et aussi plus âgé, avec un doublement de la part des personnes de plus de 50 ans qui sont au chômage. Euh, les personnes qui sont en emploi, ça représente quand même 18% des personnes que l'on rencontre. Alors évidemment, plus vous êtes en emploi précaire, plus vous risquez d'être en situation de pauvreté. Donc 71% des personnes en emploi sont en emploi précaire. C'est souvent des femmes à temps partiel, pas subi. Mais pour autant, on observe
une augmentation de la part des personnes qui sont en CDI, ce qui tend à montrer que en fait, le CDI ne suffit pas toujours à sortir de la pauvreté. Autre visage, alors qui reste un visage minoritaire, hein, on a quand même en France encore un système de protection sociale et de retraite qui protège plutôt les anciens contre la pauvreté. Mais pour autant, c'est un signal faible que l'on voit euh, assez nettement depuis 30 ans, puisque la part des plus de 60 ans, elle a triplé. En 30 ans, elle est passée de 2,6 à 7,3% de la population rencontrée. Alors, ils sont souvent un peu moins pauvres que la moyenne des personnes que l'on rencontre. Mais voilà, c'est souvent des personnes qui ont des problèmes de santé ou d'isolement social. Alors, dernier trait, puis je m'en arrêterai là pour le panorama un peu des évolutions principales sur 30 ans. On a vu se développer une pauvreté plus forte en zone rurale. C'était un ménage sur 6 rencontré en 2024 contre un sur 8 en 94, avec un visage qui est davantage des personnes françaises, et puis des personnes plutôt plus âgées que celles que l'on rencontre ailleurs, et notamment en milieu urbain. Voilà. Donc, vous voyez bien que dans le visage des personnes que l'on rencontre, on est très loin du cliché de l'homme seul avachi sur son canapé qui vivrait aux frais du contribuable. Alors, pour autant, euh, justement, ce qui est intéressant d'essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que on a cette perception que j'évoquais en première partie, cette perception que ce serait de la responsabilité des individus qui n'auraient qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Pourquoi un tel décalage avec, avec la réalité des situations vécues par les personnes en situation de pauvreté? Moi, il me semble il y a peut-être deux explications. La première, c'est que, en fait, la méritocratie, donc cette idée que chacun mérite finalement la situation qui lui arrive, c'est un justificatif extrêmement puissant des inégalités et de niveaux d'inégalité indéfendables. Euh, donc, pour moi, là, il y a un premier point important. Le second, il est clair aussi, c'est que si on met l'accent sur la responsabilité de l'individu, bah, ça permet de dédouaner la collectivité. Et donc, ça justifie des coupes dans la dépense sociale, dans le pognon de dingue décrié par certains de nos dirigeants. Alors, ce que montre quand même notre rétrospective, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que les politiques publiques, elles ont un impact là-dedans. La pauvreté, c'est pas une fatalité. Alors, elles peuvent avoir un impact en positif ou en négatif. Ce qui me semble important, et c'est pour ça que j'ai mis ce graphique que vient de sortir l'économiste Pierre Madec, c'est de montrer que bah, la baisse du chômage, elle a un impact, c'est-à-dire qu'elle fait baisser la pauvreté avant redistribution. Mais en revanche, la pauvreté après redistribution, elle augmente. Donc vous voyez que la ligne du haut, c'est la pauvreté avant redistribution, elle a tendance à diminuer. La ligne du bas, elle progresse. Et donc autrement dit, on a cette espèce de paradoxe en France avec un chômage qui baisse et une pauvreté qui augmente, ce qui est assez contraire de tout ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Et l'explication est assez simple, et le schéma le montre assez bien, c'est-à-dire que bon, on continue à avoir un système de protection sociale précieux parce que, il fait baisser de 6 points de pauvreté, c'est-à-dire que sans le système de protection sociale, on aurait une pauvreté à 21% alors qu'elle est à 15%. Mais pour autant, ce système de protection sociale, on voit bien qu'il est en train d'être détricoté, ou en tout cas qu'il fait l'objet de coupes assez massives. Et donc, le correctif apporté par le système de protection sociale était de 8 points il y a une dizaine d'années, il est plus que de 6 points aujourd'hui. On voit en particulier l'impact, c'est la ligne verte là,
de- des coupes sur les allocations logement, qui avait un effet correctif très, très net, mais c'est aussi le résultat des réformes successives des allocations chômage. C'est le résultat aussi sur le long cours du décrochage du RMI puis RSA par rapport au SMIC. Voilà. Autre impact net des politiques publiques qui créent de la pauvreté, bah, quand on interdit aux personnes étrangères d'accéder au travail, ça les plonge dans une situation de précarité extrême, ça, nos chiffres le montrent clairement. Et au total, on arrive quand même à un paysage où la France, alors, n'est pas le mouton noir de l'Union européenne en situation de pauvreté, enfin en termes de pauvreté, mais euh, la Commission européenne, l'Union européenne suit un indicateur qui s'appelle le risque de pauvreté et d'exclusion, AROP, qui est l'indicateur qui lui permet de suivre l'avancement des différents États européens par rapport à l'objectif de développement durable, qui est d'éliminer la pauvreté d'ici 2030. Et sur les 27 pays européens, 23 ont progressé depuis 2015. Il n'y en a que 4 qui font moins bien. Et parmi ces 4, celui qui a le plus régressé, c'est la France, avec une augmentation de 11% du risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Donc voilà, nous, alors je voudrais quand même terminer par une bonne nouvelle, parce que évidemment c'est un peu plombant d'accumuler toutes ces évolutions. La bonne nouvelle, c'est un, qu'on sait faire autrement. Je l'ai dit, on a su faire autrement, on a su se mobiliser au tournant du millénaire. Il y a des pays européens qui, eux, ont su aussi faire régresser fortement ce risque de pauvreté et d'exclusion. Je pense au Portugal, par exemple, où ce risque a baissé de 6 points. Quand on regarde aussi sur 30 ans, on a regardé en fait l'impact qu'avait pu avoir le plaidoyer du secours catholique depuis 30-40 ans, et on s'aperçoit que, alors c'est pas le secours catholique seul, hein, c'est souvent en collectif, puis aujourd'hui avec le pacte du pouvoir de vivre, il y a des enjeux qui ont progressé. Et donc ça, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse s'en réjouir aussi, la question du droit à l'énergie, sur la question d'exclusion bancaire, sur le couplage de certaines prestations sociales, enfin, voilà. Autre point d'appui et bonne nouvelle, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Français sont toujours extrêmement attachés à ce qui nous lie, en fait, à ce ciment social qui nous lie. C'est à la fois un attachement à la Sécu, ça on le sait, mais aussi à l'aide médicale d'État, tellement décriée, en fait, tous les sondages d'opinion montrent que les Français sont extrêmement attachés et comprennent bien l'intérêt de cette aide médicale d'État. Même le RSA, dont on pourrait penser que tous les Français considèrent que c'est une dépense superfétatoire, eh bien au contraire, 53% des Français pensent qu'il faut l'augmenter, le RSA, et 26% le laisser à son niveau. Enfin, une manifestation assez concrète, dont le Secours catholique et bien d'autres sont les témoins, c'est l'engagement de beaucoup de nos concitoyens dans des actions de solidarité, 12 millions de bénévoles, 11 millions d'aidants. Et donc cet élan-là, c'est sans doute un élan silencieux mais massif sur lequel on peut s'appuyer pour susciter un sursaut dans l'opinion et de l'action publique. Voilà, je m'en arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean. Peut-être que... Ah oui, parfait. Tu lis dans mes pensées. Donc, vous pouvez poser des questions dans les questions-réponses et je réponds dès à présent parce que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. Donc, oui, on pourra vous envoyer les supports. Vous recevrez tout ça par mail, aucun problème. Et sinon, si vous voulez poser des questions, c'est par écrit, pas en levant la main. Et peut-être pour commencer, Jean, tu parlais des ménages sans ressources qui... Non, j'aurais dit du coup, c'est pas en levant la main, c'est en écrivant dans la rubrique questions-réponses. Et comme ça, je fais le lien. Parce que je peux pas donner toute la... Enfin, je peux pas vous donner la parole à tous et toutes. Euh, il y a plusieurs questions sur les sources de ces chiffres. Pour commencer, il y a quelqu'un qui demande donc les sources de ces chiffres en eux-mêmes, et une autre personne qui demande si, compte tenu des particularités des visiteurs du Secours catholique, est-ce qu'on peut s'appuyer sur les chiffres de l'enquête pour parler de la pauvreté plus globalement? Euh, alors, c'est ce que j'ai expliqué au démarrage. En fait, ces chiffres, concrètement, donc on vient en soutien à peu près 1 million de personnes par an depuis 30 ans. C'est un chiffre à peu près stable. On ne documente pas de façon précise la situation de chaque ménage, mais c'est plutôt parce que dans certaines situations, ça s'y prête pas. Des personnes qui viennent dans une boutique solidaire acheter des fringues, ou les personnes qu'on rencontre en maraude, on ne va pas commencer à remplir un dossier. En revanche,
dans l'une des activités qui sont les plus répandues au Secours catholique, qui sont les permanences d'accueil, des accueils écoute, accompagnement. Alors, on prend le temps d'être en rencontre individuelle avec des personnes qui souvent viennent nous voir, soit parce qu'elles ont un besoin d'écoute, soit parce qu'elles ont un besoin d'aide alimentaire. C'est les deux principales demandes qui nous sont faites. Et à ce moment-là, on prend le temps de remplir un dossier d'accueil. Ce dossier d'accueil permet voilà, de documenter la situation de la personne rencontrée. Et donc, il y a 60 à 80 000 ménages rencontrés qui font l'objet, comme ça, chaque année, d'une fiche statistique étayée par des bénévoles. Alors, ça n'est pas le tout de la pauvreté en France, ça c'est sûr. Ça n'est que les personnes qui sont rencontrées par le Secours catholique et dans ces circonstances-là, donc c'est un biais. Voilà. Ce qui, en revanche, est intéressant, c'est que on utilise la même méthode en fait depuis 30 ans. Et donc, en évolution, ça dit quand même des choses assez claires. Et puis, je dirais que les constats que l'on fait, nous, alors, ils sont certes un peu différents de ceux de l'INSEE pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes que ne rencontre pas forcément la statistique publique, mais par exemple, sur des chiffres comme le non-recours aux prestations sociales, j'en ai pas parlé, ça c'est aussi une tendance forte des 15 dernières années. On a une augmentation on est passé en gros, 23 à 38% de non-recours au RSA en 15 ans. Bah, sur ces évolutions-là, on retrouve des tendances dans d'autres études qui sont faites euh, par l'INSEE ou d'autres. On a quand même une certaine robustesse des chiffres qui sont avancés. Très bien, merci. Et il y a quelqu'un qui pose la question aussi des chiffres, mais plutôt dans l'aspect géographique. Est-ce qu'il y a une géographie de la pauvreté? Enfin, tu parlais notamment de l'augmentation des personnes en milieu rural. Voilà, qu'est-ce qui peut-être ressort de ce point de vue-là? Alors ça fait partie des limites du travail que l'on est en capacité de faire justement. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir quelque chose d'assez pertinent sur le rural urbain. En revanche, sur le découpage territorial de la pauvreté, en fait, on arrive à il y a 60 à 80 000 fiches statistiques, ça donne un échantillon quand même assez solide. Quand on arrive au niveau départemental, si vous avez 500 fiches statistiques, en fait, c'est trop aléatoire pour en tirer des enseignements, ce qui fait on a du mal. Alors, les Outre-mer, on n'a pas de données statistiques, donc pour le coup, ça c'est quand même aussi important de le savoir, parce qu'on sait que la pauvreté y est très forte. Voilà, ce que on sait, c'est dans les centres urbains, en tout cas, se concentrent souvent les situations de pauvreté les plus intenses. Par exemple, les ménages sans ressources dont je parlais, les ménages étrangers se concentrent davantage dans les centres urbains. Les personnes qui sont sans domicile sont davantage en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu rural, on a une population qui est souvent plus âgées, plus d'isolement social, plus de problèmes de santé, des personnes qui sont un peu sur la corde raide en termes budgétaires. Et on connaît les enjeux, par exemple, de mobilité ou dans un budget de ménage rural. La question de la mobilité peut vite représenter le quart du budget du ménage. Et bah voilà, ça accroît en fait, la difficulté d'accès aux soins, la difficulté d'accès aux prestations sociales, la difficulté du lien social. Hmm, entendu. On a beaucoup de questions sur le non-recours, sur voilà comment est-ce que, enfin, les questions ça tourne beaucoup forcément sur son augmentation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bah, essayer de limiter ce non-recours? Comment on l'explique? Voilà, qu'est-ce que vous observez vous au Secours catholique et certainement aussi ce que vous portez, parce que bah, tu l'as dit, vous faites beaucoup de plaidoyer, et on en fait collectivement pas mal. Alors, sur le non-recours, il y a des populations qui sont plus exposées au non-recours que d'autres. On s'aperçoit notamment que les hommes seuls sont plus en situation de non-recours. En fait, peut-être qu'ils sont moins accompagnés socialement que des mamans solo, par exemple, par des assistantes sociales, et peut-être aussi que euh, des, des mamans, en fait, vont avoir bah, la charge mentale et la responsabilité d'aller chercher les ressources qui permettent aussi aux enfants de grandir. Euh,
les personnes étrangères sont aussi en situation de recours bien plus nettement que les ménages français. Ça, c'est pas que nos chiffres qui le disent, c'est aussi la statistique publique, ce qui vient évidemment tordre le cou à l'idée que les ménages étrangers seraient en France uniquement pour les prestations sociales. Et alors, les raisons du non-recours, ça, pour le coup, alors, nous, on a fait nos analyses, mais il y a beaucoup d'analyses aussi du ministère des Affaires sociales et qui montrent, bah, il y a une part qui est liée au manque d'information. Voilà, beaucoup de ménages ne savent pas qu'ils sont éligibles au RSA, y compris des ménages qui ont des revenus du travail insuffisants et très insuffisants pour vivre, en fait, qui seraient éligibles au RSA ou à la prime d'activité, ne le savent pas. Ensuite, il y a les difficultés d'accès. Enfin, on a quand même des démarches qui sont très complexes. Remplir un dossier de RSA, c'est pas donné à tout le monde en réalité, tout l'impact de la dématérialisation que l'on connaît. Et puis, il y a un facteur qui monte dans les enquêtes depuis 10 ans, c'est la crainte sur l'instabilité des revenus. Parce qu'en fait, on a la crainte que, euh, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on l'a déjà subi soi-même, qu'on va avoir des prestations à un moment donné, et puis que finalement, on aura un trop perçu qu'il va falloir rembourser. Et donc, certains préfèrent encore renoncer à demander ces prestations que prendre le risque de cette variabilité dans les revenus. Et puis, dernier facteur, c'est pour certains une forme de fierté, en fait, de ne pas avoir à dépendre de la collectivité. C'est aussi une espèce d'effet de, de cette opinion publique qui vient qui tend à dire que c'est la responsabilité de chaque individu de s'en sortir. Et ben en fait, c'est un discours qui est aussi fait leurre par un certain nombre de ménages en précarité qui disent bah, nous, le RSA, surtout pas. Et alors, peut-être dans les recommandations qui sont les nôtres, en fait, euh, il y a des enjeux de simplification de l'accès. Voilà, donc là, sur la dématérialisation, en fait, le fait d'avoir systématiquement une alternative humaine à l'écran de la CAF, ça nous semble essentiel. Donc, on considère que les espaces France Service, c'est bien, mais que ça ne suffit pas en termes notamment de personnel et de formation du personnel, de capacité du personnel à résoudre les problèmes des personnes rencontrées. Il y a un grand enjeu qui est lié aux dernières réformes, en fait, qui tend à faire du RSA une espèce de privilège pour les personnes qui seraient suffisamment méritantes pour l'obtenir, avec bah, voilà, les 15 heures d'activité, etc. En fait, ça introduit, disons, ça rajoute dans le parcours du combattant un certain nombre de barrières à franchir. Et ça a plutôt un effet dissuasif sur les ménages. Donc, voilà, nous, on est clairement pour le droit à un revenu minimum vital garanti et sans contrepartie. C'est une promesse que l'on se fait dans le préambule de la Constitution de 46. Voilà, donc là, on en est loin, mais on sait que c'est une grosse bataille et que les discussions actuellement sur l'allocation de solidarité unifiée, comme il faut l'appeler maintenant, bah, nous préoccupent plutôt parce qu'en fait, la façon dont le sujet est pris politiquement est plutôt pour encore montrer du doigt, stigmatiser les personnes qui vivent grâce à ces allocations sociales comme étant des poids pour la société, quoi. Merci beaucoup, Jean. On a beaucoup de questions, donc j'essaie de faire des petits agglomérats. Il y a notamment le sujet du bénévolat, t'en parlais à la fin, comme voilà, enfin, c'est quand même quelque chose qui est positif, qui demeure. Il y a quand même une question sur l'évolution avec bah, les évolutions générationnelles, des modes d'implication qui sont pas forcément les mêmes. Et peut-être aussi ajouter le fait que bah, ce que vous montrez dans votre rapport, c'est que les profils des personnes évoluent. Donc, est-ce que vous notez des besoins qui évoluent aussi peut-être et qui sont pris en charge différemment par vous, par les personnes? Enfin voilà, quelles sont peut-être les tendances, si je peux dire, de fond sur le sujet de l'accompagnement des personnes un peu plus spécifiquement? Alors, on a dans notre rapport fait une rétrospective aussi de l'évolution de l'action du Secours catholique en 30 ans. Euh, et pour le coup,
les éléments clés. Alors, il y a quelque chose qui était en gestation, je dirais, depuis les années 70-80, mais c'est des évolutions lentes, et puis on n'est évidemment pas tout seul à avoir fait cette mue, mais le passer du faire pour au faire avec, euh, et ce qu'on appelle aujourd'hui le développement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les personnes que l'on rencontre, en fait, elles ont énormément à apporter et elles ont envie d'apporter, elles ont envie de contribuer. Et d'ailleurs, ça a une incidence sur le visage de nos bénévoles, parce que là où il y a 30 ans, pour caricaturer un tout petit peu, mais il y a un certain nombre d'équipes où c'était plutôt les notables locaux qui pouvaient se retrouver au Secours catholique. En fait, beaucoup de personnes rencontrées ont réussi à trouver leur place petit à petit au Secours catholique, et donc on a aujourd'hui une mixité sociale en fait de personnes engagées dans notre association qui est assez remarquable. Enfin voilà, et donc ce qui fait que d'ailleurs le nombre de bénévoles a relativement peu évolué. Alors on a eu la crise Covid comme beaucoup d'associations, mais voilà, on tourne autour de 60 000 bénévoles, peu ou prou depuis 30 ou 40 ans, quoi. Et Très sur bien. les évolutions de l'action, alors peut-être un des propres du Secours catholique, c'est que on n'est pas un prestataire de l'action publique. Euh, Nous, on a vraiment une approche assez pragmatique, c'est-à-dire que ce qui est demandé aux équipes locales, c'est d'adapter les modalités de leur action aux situations de pauvreté rencontrées. Donc, on a des choses qui sont assez récurrentes, mais en permanence, en fait, les équipes innovent, s'adaptent. Donc, au cours des 30 dernières années, par exemple, j'ai parlé du surendettement, de l'exclusion bancaire, c'est des enjeux qui sont apparus fortement, parce que dans les années 2000, les personnes rencontrées dans des groupes nous disaient, en fait, nous, comme ménages surendettés, on se sent comme des pestiférés de la société. Eh ben, on a pris ce sujet à bras-le-corps. On a développé de l'accompagnement des personnes auprès de leur banque, et puis aussi un plaidoyer assez actif, le manifeste de l'inclusion bancaire, qui a fait progresser le droit au compte, par exemple. Sur les enjeux écologiques aujourd'hui, bah, voilà, il y a plein de choses pour la rénovation thermique du bâtiment que l'on a pu accompagner, ou aujourd'hui sur la mobilité durable. Enfin, voilà. Très bien, merci. Il y a pas mal de personnes aussi qui réagissent, bah, parce que c'est aussi ce qui apparaît évidemment beaucoup dans le rapport, le fait que les personnes étrangères soient particulièrement fragilisées et qui demandent comment est-ce que on peut faire justement pour les aider. Enfin, est-ce que c'est que par la voie légale que ça se joue ou est-ce que les organisations ont finalement d'autres prises donc notamment l'enjeu, c'est forcément la question du travail qui leur est rendu difficile. Il n'y a pas de baguette magique, hein. Enfin, vous connaissez comme moi l'état du débat public sur le sujet. Euh, Ce qui est clair, c'est que de notre point de vue, euh, en fait, on sait qu'en France, il y a des besoins en emploi. Euh, Quand on parle de secteurs de métiers en tension, bien souvent, c'est des métiers dont les Français ne veulent pas, hein. Euh, euh, et en fait, je dirais qu'il y a évidemment l'argument ou la logique humaine, humanitaire qui est la nôtre, en fait, que chaque personne, chaque habitant qui vit en France devrait pouvoir vivre dignement. Aujourd'hui, on en est très loin pour ces personnes-là. Euh, Mais il y a aussi une logique économique et démographique. En fait, l'Espagne a fait des choix très différents de nous. Et il y a même l'Italie de Mélanie a une logique plus pragmatique en termes de régularisation par l'emploi, ce qui fait qu'en France, on est vraiment dans une situation où l'idéologie a pris le pas. Euh, et alors, ce que peuvent faire des bénévoles localement, c'est déjà de dire aux personnes qu'elles ne sont pas seules, en fait, et que leur offrir un visage d'humanité. En fait, nous, alors, beaucoup de nos bénévoles témoignent une forme de sentiment d'impuissance, et c'est difficile en fait. On a beaucoup de bénévoles qui sont presque en burn-out parce que elles ont l'impression de vider la mer à la petite cuillère. En fait, c'est très, très douloureux en fait d'accompagner des personnes qui sont déjà intégrées, qui se voient recevoir une OQTF. Donc, tout ça, c'est compliqué à accompagner, mais pour autant, nous, on pense que ce témoignage de fraternité, en fait, il a de la valeur en soi.
Alors, il répond pas à toutes les... Et que alors, des personnes étrangères aussi sont heureuses de pouvoir s'engager dans nos associations. Alors, ça ne donne pas un revenu, mais ça leur permet de sortir aussi d'une forme de dépression, en fait, qui peut être la leur aussi, de devoir se cacher en permanence, de ne pas pouvoir exercer une activité. Mais Vous êtes... sinon, le combat est politique, clairement. Ouais, bah oui, oui. Donc effectivement, le poids du légal aujourd'hui, qui était soulevé par plusieurs personnes. Et vous êtes pas mal aussi, enfin vraiment je suis désolée parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à poser des questions, donc on ne pourra pas tout traiter. J'essaie de faire encore une fois des groupements, mais là je pense qu'il nous reste un seul thème, donc c'est arbitraire, mais peut-être le sujet de la santé qui ressort beaucoup. Comme tu le disais, il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de santé. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs aussi à expliquer que vous recevez, vous, dans le cadre de votre métier ou de vos engagements des personnes ayant des problèmes de santé. Et il y a notamment le sujet de la question, enfin, la question de la coordination entre les problèmes sociaux et les problèmes sanitaires. Est-ce que sur le terrain, c'est quelque chose que vous essayez de coordonner ou sur lequel vous vous mobilisez au Secours catholique? Comment vous expliquez justement qu'il y ait ce décrochage-là ou du moins des problèmes de plus en plus importants de santé qui se surajoutent à cette précarité? Alors, je serais assez humble là-dessus parce que le Secours catholique n'a pas une expertise développée sur les enjeux de santé. Je dirais qu'une association comme Médecins du Monde, par exemple, on s'appuie beaucoup euh, sur eux, sur ces sujets-là et leurs analyses. Et je dirais que sur le terrain, c'est souvent le cas aussi. C'est-à-dire que nos accueils de jour, peuvent abriter des permanences d'autres associations ou la venue d'un médecin bénévole pour une consultation ponctuelle. Enfin, on a plutôt, on travaille plutôt en partenariat sur ces enjeux-là. Maintenant, ce qui est clair, c'est que il y a un peu des effets de vase communicant et y compris dans les allocations. C'est-à-dire que la difficulté d'accès au RSA fait que certains allocataires, alors qui ont des formes de handicap, demandent l'AAH, l'allocation adulte handicapé, et on a parfois en fait ces situations qui sont à la frontière. Voilà. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que c'est une préoccupation qui monte pas uniquement chez les personnes en précarité. Quand on regarde les derniers sondages sur les préoccupations des Français pour les municipales, en fait, la santé arrive en numéro un, alors que la santé n'est pas la compétence numéro un des municipalités. Donc, on voit bien que ce sujet-là, alors, il y a une dimension démographique, oui, mais il y a aussi les conditions de travail qui sont extrêmement éprouvantes. Euh, voilà, il y a tous les enjeux de santé mentale dont on parle beaucoup cette année, et puis les enjeux aussi de santé environnementale, parce que les, les Français se préoccupent à raison de l'impact de ce qu'ils mangent, de l'air qu'ils respirent, de l'eau qu'ils boivent, avec les découvertes que l'on fait petit à petit sur les impacts sanitaires de tout ça, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Jean, et merci à tous et tous pour toutes les questions, les réactions. Encore une fois, on vous enverra les documentations et peut-être, enfin, effectivement, on a la chance au Pacte du Port de Vivre d'avoir des organisations sur des thématiques très variées. Donc voilà, on est à la croisée de plein de sujets. On pourra aussi peut-être vous renvoyer vers enfin, des rapports un peu plus spécifiquement dédié. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et évidemment, on vous enverra le rapport complet, parce que vous étiez beaucoup à poser des questions très techniques sur les chiffres. Donc, Jean, je n'allais pas te faire des questions pièges. Mais voilà, mais on vous enverra tout ça. Merci encore donc à Jean et merci à vous tous. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Et le rapport est disponible en ligne, 170 pages, il y aura sans doute beaucoup de réponses à vos questions. Mais on vous enverra ça par mail avec le replay. Et ton diapo qui a beaucoup plu. Et Jean, tu as eu beaucoup de remerciements, donc je te les transmets. Merci à Voilà. chacun et chacun. Merci encore, bonne journée. Au revoir.